bonjour à tous. Alors bienvenue au jardin des petites ruches. Aujourd'hui, vous allez pouvoir faire une petite visite à mes côtés et découvrir les choses les plus intéressantes qu'il y a à voir au milieu de cette jungle. C'est un jardin vraiment sauvage et parfois, quand on a des visiteurs, il y en a qui arrivent et qui nous disent la tondeuse est en panne. Voilà, moi ça me fait toujours rire. Comment est-ce qu'on entretient un jardin? Donc ça c'est toujours mon dada. Moi je dis on n'entretient pas un jardin. On n'a pas besoin d'entretenir la nature. Elle n'a pas besoin de nous pour être entretenue. Elle a besoin qu'on la laisse tranquille déjà, premièrement. Et puis qu'on se mette un peu en retrait. Alors évidemment, pour pouvoir circuler dans ces espaces, il faut quand même tondre, à dégager un petit peu l'herbe, juste pour pouvoir se faire des cheminements. Alors comment est-ce qu'on fait pour ici gérer l'herbe? Eh bien, on utilise la faux principalement, donc Alain fauche, et moi j'utilise une petite faucille, voilà, qui me permet de dégager des petits coins, de faire des petits passages dans le jardin. Et aussi de mettre en valeur certains arbres, certains arbustes ou certains parterres de vivaces. Voilà. Mais je me rends compte qu'avec tout ce que j'ai à vous dire, il faudra plusieurs séquences pour arriver à développer vraiment ce sujet, parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous tout ça, parce que c'est passionnant. Et mon expérience, j'ai envie de vous la transmettre, j'ai envie de vous la partager, j'ai envie de vous donner envie, de vous donner aussi des clés qu'il m'a fallu pas mal d'années pour acquérir. Donc moi je serais vraiment contente de vous les donner et de vous permettre d'aller sur ce chemin d'expérimentation, de découverte tranquille, sans avoir trop de peur, justement, en laissant tomber nos peurs d'être envahis, peur des bestioles, peur de se laisser déborder par cette végétation tellement exubérante. Donc apprivoiser le sauvage, c'est toujours la même chose, hein. Que ce soit les plantes ou les abeilles. Apprendre de la nature et apprendre à vivre avec la nature. Parce qu'elle n'est pas méchante avec nous, parfois elle nous submerge, on est un petit peu décontenancé devant son exubérance, mais elle n'est pas méchante, hein. C'est nous qui sommes pas capables de comprendre en fait les choses qu'elle a à nous dire, et donc revenir avec un petit peu d'humilité. Moi c'est souvent ce que je dis par rapport aux abeilles, mais c'est pareil pour le jardin, c'est la même chose. Avoir un petit peu d'humilité et se mettre un peu en retrait et observer, beaucoup observer et beaucoup moins jardiner. Et ça, la nature, elle a besoin de ça, elle a besoin d'une grande bouffée de respiration, elle a besoin d'une grande bouffée de liberté qu'on doit lui rendre. Voilà, on a beaucoup pris à la nature, on a beaucoup pillé dans la nature et sans la respecter. Aujourd'hui, c'est important. On doit redonner sa place à la nature, redonner sa place au monde végétal et au monde animal. Alors, comment on s'y prend? Moi, j'ai envie de vous raconter un peu l'histoire de mon premier jardin. Donc, j'ai eu un premier jardin où j'avais presque 4000 mètres de terrain, tout plat. Et c'était un ancien champ de maraîchage. Donc, il était labouré et d'un fil tenant comme ça jusqu'au bout du jardin. Il n'y avait rien, voilà, aucune plante. C'est difficile de commencer dans un jardin, commencer à zéro. Parce que là, on se dit, oh là là, mais j'ai beaucoup de travail avec tout ça. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Par où je vais commencer? Donc bon, j'avais un petit peu, on va dire, un atout, c'est que j'ai fait l'école du paysage de Versailles. Et donc là, j'ai visité beaucoup de jardins, j'ai rencontré des paysagistes. J'ai visité des pépinières et j'avais déjà commencé à maturer un petit peu dans ma tête mon idée du jardin idéal, celui que moi j'aimerais faire, celui qui me ressemblerait. Donc un jardin sauvage avec beaucoup de biodiversité, avec beaucoup d'animaux, beaucoup de plantes. Et après, entre l'image qu'on a de ce qu'on aimerait et puis la réalité de ce qui est en train de se mettre en place, alors il y a des grosses différences.
Et parfois on est un peu déçu et parfois on est un petit peu inquiet. Moi j'avais beaucoup d'inquiétude au départ parce que je me disais comment est-ce que je vais arriver à gérer un si grand espace, moi toute seule, gérer 4000 mètres carrés de terrain, est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Parce que j'ai des enfants et il faut aussi que je m'occupe d'eux, donc c'était vraiment un questionnement. J'avais aussi des peurs par rapport aux herbes. Ça paraît bizarre parce que les gens qui me connaissent, ils savent que les mauvaises herbes, c'est vraiment mes copines. Donc j'avais des peurs par rapport aux herbes et j'avais peur de me faire envahir par certaines de ces herbes. Le liseron, le chardon, le rumex, etc. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai compris dans son ensemble. Je ne dis pas que je connais tout, mais j'ai compris ce sujet dans son ensemble et j'aimerais vous faire partager un petit peu ça. Je ne sais pas si vous le voyez, là, ici derrière moi, il y a une plante là, qui pousse toute seule et que j'adore, j'en parle souvent, c'est du salsifis. Et pourquoi je l'aime bien ce salsifis? Parce qu'en fait il est très très généreux et il est capable de se ressemer où il a envie et où ça lui plaît. Donc chaque année il va fleurir, il va faire ses graines et ensuite le pied va disparaître. Mais les graines vont se disséminer, elles sont surtout disséminées dans les pelouses et puis dans les parterres de fleurs et un petit peu partout dans le jardin. Voilà. Alors cette plante elle a plein d'atouts, elle est comestible. Au printemps, il faut repérer les petites rosettes, les petites rosettes de feuillage de ce salsifis. Donc on peut les mettre dans les salades. Ensuite, il va faire des très jolies fleurs qui sont butinées par les abeilles. Et puis, après, ça va faire les graines. Donc je vais vous montrer les graines de salsifis magnifiques, un peu comme des gros pompons de pissenlit. Et c'est les chardonnerets qui raffolent de ces graines. Les chardonnerets, les pinsons, ils viennent sur ces boules, ils prennent une graine, ils la mangent et ils jettent les épluchures. Et toute la journée, je les vois qui font ça. Donc ils font des réserves de graisse. Et moi, je laisse les salsifis partout pour les oiseaux, pour qu'ils puissent se nourrir avec les graines du jardin, pour qu'ils soient en meilleure forme possible et qu'ils puissent investir le jardin, faire des nids, pondre des œufs, faire des petits. Et ça marche. On a énormément d'oiseaux au jardin, mais il faut les nourrir. Et pas avec des boules de graisse ou avec des graines qu'on achète au magasin. Il faut les nourrir avec des plantes qui fabriquent des graines nourrissantes pour les oiseaux. Ce salsifis, comment il est arrivé là? Il est arrivé tout seul. J'ai observé, moi je vous conseille de faire ça quand vous avez un terrain. Regardez, il y a une richesse incroyable dans votre pelouse. Il faut juste observer un petit peu, arrêter de tondre partout. Il y a des endroits où vous arrêtez de tondre et vous allez voir, oh c'est magnifique, j'ai des orchidées, oh c'est magnifique, j'ai découvert que dans mon jardin j'ai des salsifis, que j'ai voilà, je ne vais pas vous énumérer parce qu'il y en a tellement des plantes sauvages. Donc c'est à vous d'aller dans votre herbe, dans votre jardin et de regarder déjà qu'est-ce qui pousse tout seul. Et puis après, il faut arriver à trouver les noms de ces plantes. Alors c'est un petit travail, aujourd'hui Aujourd'hui, le travail est facilité parce qu'on a des nouveaux outils qui nous permettent de faire ça plus facilement. Ça, c'est un premier travail, on ne peut pas se passer de faire ce travail. Parce que souvent, quand on arrive dans un terrain, on dit « moi, je vais labourer tout ça et je vais planter des choses que j'ai décidé de planter là ». Mais ça ne va pas marcher parce que ces plantes, c'est des plantes locales, c'est des plantes dont les graines sont dans le sol. Voilà. C'est peut-être une des choses les plus importantes à comprendre, c'est que les graines des plantes sauvages, elles sont dans le sol et elles peuvent attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 150 ans ou plus. Les graines qui sont dans le sol, elles peuvent attendre pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et un jour, quand ça sera le bon moment, quand elles vont avoir maturé suffisamment, ou quand il va y avoir à la faveur d'une condition météo particulière, à ce moment-là, elles vont germer au bon moment. Et on va voir apparaître des plantes qu'on n'avait jamais vues avant dans son jardin. Alors je vais vous présenter quelques-unes de ces plantes sauvages qui viennent toutes seules au jardin. On trouve spontanément au jardin, en tout cas ici dans mon jardin, dans votre jardin, ça ne sera pas les mêmes plantes. Ça va être d'autres plantes. Il n'y a pas deux terrains qui se ressemblent et même dans un terrain, il y a des coins. Il y a des coins où il y a certaines plantes qui poussent que là.
et elles n'aiment pas pousser ailleurs. Voilà. Alors je vais vous en faire découvrir quelques-unes. Donc je vous ai montré le salsifis, mais on va découvrir la carotte sauvage. C'est pas du tout des plantes exceptionnelles, hein. C'est vraiment ce que les gens appellent des mauvaises herbes. Mais moi je les adore, les mauvaises herbes. C'est mes copines, c'est mes plantes préférées parce qu'elles ont besoin de rien. Hein, elles viennent toutes seules, elles ne demandent rien à personne. Elles demandent juste qu'on les observe, qu'on les apprécie pour ce qu'elles sont. Ici, vous pouvez découvrir les berces. Alors, la berce, c'est une plante merveilleuse. C'est une plante comestible. Il y a aussi des propriétés médicinales. Et puis, très décorative, elle a une végétation magnifique. Bon, il y a certaines personnes qui peuvent être sensibles, mais il ne faut pas se frotter à elle. Hein, voilà. Vous la regardez de loin et puis quand vous la manipulez, vous pouvez prendre des gants si vous voulez de temps en temps retirer des feuilles ou retirer des plants s'il y en a trop. Mais voilà, cette plante-là, toujours se dire pourquoi elle est là. Elle est là parce que le sol lui plaît. Et qu'est-ce qu'elle va faire là? À quoi elle sert? Alors, à quoi elle sert? Eh bien, c'est une plante qui va nourrir beaucoup de petites abeilles, des abeilles sauvages, des papillons et des chenilles de papillons. Voilà. Sur toutes les plantes sauvages, il y a des chenilles qui viennent grignoter les feuilles. Alors sur l'ortie, donc moi j'ai des coins avec des orties magnifiques, il y a 60 espèces de papillons qui pondent seulement sur les orties et pas ailleurs. Donc si on veut des papillons, moi je dis toujours, mais laissez surtout des orties et puis laissez un petit peu de toutes les plantes sauvages qui poussent dans votre jardin parce que sur chaque plante sauvage, sur chaque famille, il y a des papillons qui pondent ou des abeilles qui butinent ou certains coléoptères qui vont se développer. Voilà. Donc plus on a de diversité de végétaux et plus on va avoir de diversité de papillons et d'autres insectes. Alors vous allez me dire oui, c'est bien joli tout ça, mais tu vas pas faire un jardin que avec des mauvaises herbes. C'est pas un jardin. Alors moi je pense que pour faire un jardin, il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. On peut partir d'une pelouse ordinaire, d'une prairie ordinaire et laisser pousser des herbes et faire simplement des petits cheminements, des petits sentiers comme ça. Hein, moi j'appelle ça des petits sentiers de bêtes. Voilà, tout étroits qui font 20 cm de large. Comment est-ce qu'on va faire ça? Simplement en passant, hein, ou alors en fauchant ou avec la petite faucille là. Et puis ça devient un jardin. Parce que les endroits un petit peu tondus mettent en valeur les grandes herbes. C'est pas plus compliqué que ça. Alors dans mon jardin, je fais des choses un peu plus élaborées. Hein. J'ai mélangé des vivaces que j'ai achetées, des arbustes aussi, que j'ai achetés sur des fêtes des plantes ou dans des arboretums, comme l'arboretum des Bars par exemple. Donc j'ai déjà regardé mon terrain, j'ai vu que c'était un terrain qui avait telle nature, tel ensoleillement, telle exposition, etc. Et j'ai essayé de choisir des plantes qui correspondaient à peu près à ça. On entend les oiseaux qui parlent aussi fort que moi. Et j'ai créé des îlots de quelques mètres carrés où j'ai passé la grelinette, donc une fourche à 2 manches qui permet de ne pas retourner la terre, hein, de respecter bien les couches. Donc la couche riche qui est en surface avec beaucoup de micro-organismes, elle n'est pas mélangée et mise au fond. Hein, elle reste bien sur le dessus parce que la grelinette, elle permet juste d'aérer le sol et de retirer les herbes qui sont là. Et une fois qu'on a la terre comme ça, à ce moment-là, on va pouvoir installer des plantes vivaces ou semer des graines. C'est important, hein, il faut quand même qu'elles aient un sol un peu travaillé pour s'installer, un peu comme on ferait au potager. Et ensuite, une fois que ces plantes sont installées, je vais pailler. Le temps que la plante s'installe, c'est important. Il faut pailler autour, hein, pour que la terre ne sèche pas et puis pour qu'il n'y ait pas trop d'herbes qui viennent s'installer directement autour de cette plante. Et une fois qu'elles sont bien installées, elles se marient avec les plantes sauvages du jardin. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que les plantes sauvages du jardin, elles vont faire comme un liant. Vous voyez, comme un liant entre les plantes ornementales et donc cette végétation un petit peu floue et gratuite et spontanée qui va enrouler comme ça les plantes vivaces
Donc je vais vous montrer quelques exemples là, dans mes parterres. On va faire un petit tour et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors c'est tout le temps changeant, hein. Je vais vous montrer un instantané, à tel moment de l'année c'est comme ça. Et puis l'hiver c'est autrement. Et quelques semaines après c'est autrement. Donc c'est pas tellement important l'esthétique. Il faut surtout se dire comment est-ce que ça s'inscrit dans le temps, hein. Comment ça s'inscrit dans une année, entre les moments au printemps où il va y avoir certaines fleurs, et puis ensuite à l'automne où il va y avoir des graines, etc. Donc il faut apprendre à connaître tout ça, c'est long parce que chaque plante, il faut l'observer sur tout son cycle, entre le moment où elle va émerger, et puis le moment où elle va faire ses graines, et est-ce qu'elle va repousser l'année suivante aussi, et est-ce qu'elle va devenir un petit peu expansive, et à ce moment-là, je vais en retirer pour en remettre ailleurs. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas apprendre dans les livres, il faut l'expérimenter, il faut avoir un terrain, il faut commencer à planter des choses, puis pas avoir peur. Si vous commencez à voir qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, qui déborde, qui a l'air de devenir pas du tout ce que vous pensiez au début, ah ben là, ça va faire un bon exercice de lâcher prise, hein. Lâcher prise, simplement. Et puis, voir comment ça se passe. C'est jamais grave, de toute façon, il n'y a pas d'enjeu. Si un jour ça va plus, eh ben on va retirer tout ça et on va recommencer avec d'autres plantes. Et si vous avez des orties qui poussent à la place de ce que vous avez semé, c'est pas grave, vous aurez des papillons. Si vous avez des chardons qui poussent, c'est la même chose, hein. Alors on va parler des chardons quand même. Les chardons, ils ont une racine pivotante très longue comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette racine pivotante? Eh bien, ils vont faire du décompactage. Et ça va permettre de faire comme des petits couloirs par lesquels les vers de terre vont pouvoir circuler, par lesquels l'eau va pouvoir s'infiltrer en profondeur dans la nappe. Alors ça, c'est des plantes magnifiques. Quand un terrain a été abîmé, hein, par des gros engins, des tracteurs, des bulldozers là, qui sont venus et qui sont passés, repassés sur le terrain et qui ont compacté, à ce moment-là, ils ont beaucoup abîmé le sol. Et qu'est-ce qu'on voit arriver? Moi, je les appelle les pompiers, c'est les chardons. Ils viennent et avec leurs racines, ils vont décompacter en profondeur le sol et ils vont compenser, ils vont corriger la carence en phosphore, c'est-à-dire que dans un terrain tassé, les micro-organismes qui sont dans la couche superficielle, eh bien, ils sont asphyxiés et du coup ils travaillent moins bien et le sol a des carences en phosphore et ça va être corrigé par le chardon qui va permettre d'aller chercher le phosphore en profondeur avec sa grande racine et qui va le remonter à la surface pour pouvoir le distribuer aux plantes qui vont s'installer autour de lui. Et au bout de quelques années, quand il aura fait son travail, hein, au bout de 2, 3, 4 ans, quand il aura fait son travail de décompactage et de remontée du phosphore, à ce moment-là, ça va être incroyable, ils vont disparaître. Voilà. Parce que le sol ne correspond plus à ce qu'ils ont à faire, hein, les pompiers s'en vont. Et à ce moment-là, on va voir arriver d'autres plantes. Et s'ils restent là plus longtemps, eh bien, ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire et qu'ils sont encore en train de corriger, dépolluer, décompacter le sol et de le rendre meilleur. Donc ça, c'est très important et ça, c'est un apprentissage que j'ai grâce aux livres et aux vidéos de Gérard Dussert. L'encyclopédie des plantes bio-indicatrices, hein, je vous mets sous la vidéo aussi hein, les images des livres de Gérard Dussert qui présentent plante par plante le travail que les plantes font au niveau du sol et le pourquoi elles sont là. Si vous avez telle plante en masse dans votre jardin, pourquoi est-ce qu'elle est là? Voilà, vous trouverez les réponses dans les livres de Gérard Dussert qui sont vraiment des bibles et des enseignements extrêmement importants quand on commence à faire du jardin. Il faut commencer par là. Regardez les plantes qui poussent toutes seules et allez voir à quoi ça correspond. Donc les chardons, plantes très importantes, plantes essentielles hein, qui vont permettre de rendre sa santé au sol quand il l'a perdu. Et puis en plus, les chardons, ils sont visités par les bourdons, par les abeilles, par les papillons. Ils vont nourrir toute une flopée d'insectes. Alors il y a des plantes qui sont vraiment formidables pour occuper l'espace quand on commence un jardin. Je vais vous présenter mes chouchoutes. Alors il y en a une en ce moment qui est très belle, qui est fleurie, qui est magnifique, qui s'appelle le phlomis.
très visitée par les bourdons. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est son feuillage. Vous voyez, elle a des énormes feuilles magnifiques. Donc moi, j'aime les plantes à feuillage parce que la floraison, ça dure quelques jours. Hein, et ensuite, pof, c'est fini. On se dit, oh, dommage, ça y est, c'est fini. Alors moi, j'aime les plantes qui durent longtemps, hein, qui vont faire une floraison. Et puis après, elles ont encore du feuillage qui continue à se déployer, à être beau pendant toute l'année, qui va aussi persister l'hiver. Celui du phlomis, on le voit, il est plus réduit, mais il persiste l'hiver. Et puis surtout, alors ça c'est vraiment le grand cadeau de cette plante, c'est le fait qu'elle fait des graines. Vous voyez au niveau de ces fleurs, des fleurs à étages comme ça, dans chaque petit bouquet, il y a des graines. Et pendant l'hiver, et c'est ça qui est tellement génial, pendant l'hiver, on va voir tous les oiseaux venir manger picorer des petites graines. C'est les réservoirs de graines en fait pour les oiseaux. Alors qui comme oiseaux, ben, les pinsons, les chardonnerets, les mésanges. Voilà, tout le monde vient manger dans les phlomis en hiver. Donc on en a mis juste devant les fenêtres, devant les portes de la maison pour pouvoir observer les oiseaux. Et puis pas besoin de mettre de graines dans la mangeoire en fait. Parce que là on a des graines que les oiseaux ont choisies avec des huiles riches qui vont permettre justement d'apporter vraiment de la bonne nourriture pour les oiseaux et qu'ils soient en bonne santé. Voilà, je vais vous présenter quelques-unes de mes plantes couvre-sol préférées. Donc il y a le géranium macrorhizome qui est tellement facile à cultiver. Et ces fleurs, elles sont vraiment très visitées par tous les insectes. Il a un feuillage, alors ça je ne peux pas vous le transmettre dans la vidéo, mais il a un feuillage qui est tellement fort et parfumé. Moi j'adore son odeur et des fois certaines personnes n'aiment pas cette odeur, mais moi j'aime beaucoup l'odeur du feuillage du géranium macrorhizome, géranium à grosses racines. Alors c'est des racines qui sont comme ça vraiment en surface, donc c'est très facile de prendre un géranium et hop, d'aller le replanter ailleurs. Il va garnir aussi lui des grands espaces. Alors, il n'est pas envahissant. Moi je n'utilise jamais ce mot, vous savez, envahissant. Une plante, elle n'est jamais envahissante. Pour moi, il n'y a qu'une seule espèce sur la planète qui est envahissante. Les végétaux, ils ne sont jamais envahissants. Ils vont être expansifs, généreux. Il faut savoir les placer au bon endroit. Hein, si vous ne voulez pas qu'une plante couvre le sol, à ce moment-là, il faut choisir d'autres plantes beaucoup plus chétives, beaucoup plus mesurées. Alors, dernier couvre-sol, je vais vous parler de la petite consoude. Si vous avez un petit talus ombragé où pas grand chose ne pousse, ou un espace derrière la maison qui n'est pas tellement ensoleillé, alors la petite consoude, elle est parfaite. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un joli tapis et au printemps, elle va faire des petites fleurs blanches, jaunes. Et là-dessous, qu'est-ce qui se passe sous son feuillage? Eh bien, des petits animaux vont se cacher. Moi, j'ai plusieurs fois découvert des petits crapauds ou des petites grenouilles venir se mettre au frais comme ça sous le feuillage de la petite consoude. Et maintenant on va pouvoir passer à un petit tour du jardin avec quelle particularité il y a dans cet endroit ou dans cet endroit. Voilà. Donc ici vous voyez c'est le petit bois. C'est un espace forestier. Voilà. Il y a beaucoup d'ombre ici. Donc il fait toujours assez frais dans cet espace. Et là, moi je jardine pas, je fais rien. On a les couvre-sols naturels là qui sont le lierre qui garnit tout le sol et qu'on a laissé monter sur les arbres parce qu'il protège les arbres de la chaleur et des parasites, des champignons. Et il ne va jamais recouvrir l'arbre avant que l'arbre ne soit mort. Donc laissons pousser le lierre, ça c'est très important. Alors vous voyez ici, on a dans le sous-bois, on a un petit peu de houblon qui pousse là. Houblon doré. Voilà, c'est une plante ornementale et qui monte dans les arbres là ici. Là vous voyez les palissades de branches là sur le côté. Hein, c'est là où on range les branches. Et puis ici
Voilà, une plante qui a poussé là toute seule, hein, qui s'appelle le cerfeuil penché. C'est une plante très intéressante parce qu'elle plaît à beaucoup d'insectes, comme les cirfes. Et puis là, alors vous voyez ici derrière, on a les juliennes des dames. C'est une plante que j'aime aussi beaucoup. Très grande plante, elles fleurissent pas très longtemps, mais elles ont une particularité, c'est qu'elles sont capables de se ressemer toutes seules où elles ont envie. Voilà, en plus elles sont très parfumées. Magnifique. Alors ici à côté, juste à côté, on a le potager. Alors là, c'est pas tellement sauvage ici, hein, c'est plutôt bien rangé. Voilà. Par exemple, on a des pois, on a des fèves. Là ici, on a des fèves magnifiques. Là, je vais vous zoomer un petit peu là, que vous puissiez voir ça. Voilà. Ici, on a du paillage. Donc, du paillage qui est de la laine, hein, pour maintenir le sol toujours couvert. Donc la floraison des fèves, elle est intéressante pour les abeilles charpentières, qui sont ces grosses abeilles noires, hein, qu'on dirait des frelons. Et donc c'est elles qui butinent les fèves. Et voilà justement l'abeille charpentière qui est en train de butiner dans les facélies. Il y a beaucoup d'abeilles aussi, de bourdons dans cette facélie, des cirfes aussi. Dans cette facélie qui est un engrais vert, donc une plante améliorante du sol que nous avons semée dans le potager. Regardez sur ce pied de chicorée, magnifique insecte avec des grandes cornes. Je viens de chercher dans mon livre, il s'appelle Agapanthia. C'est un insecte qui pond justement sur les berces et sur les orties, les plantes que nous venons de voir. On va se promener encore un peu là. On va aller découvrir le cairn. Ça, c'est un bel endroit ici. On a un espace qui est très joli là, avec des géraniums sanguins qui poussent le long du mur de bois cordé. Et ici, on va découvrir la serre. Avec un espace où il y a des iris, des absinthes. C'est pas très facile à filmer, mais j'aimerais bien vous faire découvrir la beauté des graminées. Les graminées dans le soleil, c'est tellement magnifique. Donc ici, on a des graminées, on a des coquelicots, des marguerites. Voilà. Et tout ça cohabite. Hein, c'est un petit parterre où j'ai semé quelques coquelicots, planté quelques marguerites. Et puis plus tard viendront d'autres fleurs comme les verges d'or, puis les onagres qui fleuriront un petit peu plus tard, et les saponaires. Donc si je me retourne, vous allez découvrir une petite merveille qui est ce très joli houblon. Alors le houblon, il est mélangé avec des cerfeuils, magnifique houblon doré. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Eh bien, elle est en train de se déployer et à l'automne, je vais la récolter pour faire des paniers de la vannerie avec ces tiges. Voilà. Donc là, elle est en train de s'enrouler sur des grands supports. Hein, vous voyez? On lui a installé des grandes tiges de bambou et des échelles. Et voilà notre visite d'aujourd'hui qui se termine. Et comme vous pouvez le voir,
On peut arriver à se perdre au milieu des grandes herbes parfois. Et c'est un plaisir pour nous d'être immergés dans cette belle nature. J'espère que vous avez pu apprécier toute la diversité végétale et animale qui cohabite ici dans ce lieu que nous avons créé. Et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de cette visite parce qu'il y a encore plein de choses que j'aimerais vous faire découvrir. Il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais vous montrer et partager avec vous. Alors je vous dis à bientôt, à très bientôt.